Bon, les gars, je ne dirais pas que cela fait 13 ans que j'attends de faire cette vidéo, puisqu'en 2009, je n'avais pas de chaîne YouTube. Mais disons que cela fait 13 ans, peut-être un petit peu moins, puisque une suite à Avatar n'a pas été annoncée dès la sortie du premier, mais cela fait beaucoup d'années que j'attends ce moment. D'accord? Et je profite de la tribune qui m'est offerte, puisque c'est la mienne, afin d'en parler. Bien sûr, il y aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, normalement, dans le titre, il y aura exactement les minutes et les secondes exactes au moment où là, on passera sur du spoiler. Mais bien évidemment, nous allons parler d'Avatar, la voix de l'eau, qui est donc sorti aujourd'hui, en ce 14 décembre 2022, même jour que la demi-finale France-Maroc, ou Maroc-France, je ne sais pas dans quel ordre c'est. Bien sûr qu'on supportera la France, bien sûr qu'on espère, peut-être que tu regardes cette vidéo le 15, le 16 ou le 17 et qu'on a perdu. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, restons focus sur Avatar. J'ai eu la chance du coup d'être invité par Disney afin de regarder ce film. Bien sûr, j'étais en très bonne compagnie. Par ailleurs, petite anecdote, c'était la première fois que j'invitais mon cousin à regarder un film en étant invité au Grand Rex, tout ça. Donc, bien évidemment, c'était assez particulier pour moi. Et avant que tu dises oui, mais attends, frérot, ton avis est biaisé parce que t'as été invité par Disney pour aller voir ce film-là. Je m'en fous. C'est clair? Excusez-moi. Mais du coup, tu as ma réponse. Quoi qu'il en soit, parlons tout de suite de ce film que j'ai attendu beaucoup d'années, que j'ai apprécié découvrir en trailer, mais est-ce que ça a été la même chose en regardant le film? Eh bien oui, oui, en réalité, c'était très beau visuellement, mais attention, alors, je pose un disclaimer. Il faut savoir qu'on a dû voir le film donc au Grand Rex. On avait des lunettes, c'était en 3D VOST, c'était super. Mais je pense que l'écran n'était pas forcément hyper bien optimisé pour la 3D. Ce qui fait que lors de certains affrontements, ce qui fait que lors de certaines scènes, je suis désolé de le dire, mais ça faisait jeu vidéo. Et au début, quand je vois le film, je me dis c'est archi bien fait. Vraiment, il y a aucun problème. Il y a rien qui dépasse. C'est vraiment limite parfait. Tu vois, visuellement, on dirait vraiment qu'ils existent. Et c'est vrai que quand James Cameron crache un petit peu sur Marvel en disant non mais leur film et ce que je fais moi de mon côté, ça n'a rien à voir. Il a raison. Là, il a raison. J'ai beau ne pas forcément aimer la personne qu'est James Cameron, il faut reconnaître que là, il a raison, tu vois. Mais il y a des scènes, je pense que c'est par rapport à l'écran, parce que j'en ai parlé avec Mathéo, notamment avec mon cousin à la fin du film, et c'est vrai qu'on a tous eu ce ressenti de temps en temps, c'est pas hyper bien fait. Et pour autant, il y a des scènes où tu te dis, mais frérot, ces personnes existent dans la vraie vie. Il y a les pores ouverts, tu vois les petits stries, entre guillemets, des lèvres quand ils sourient ou quand ils sont pas contents, enfin, c'est vraiment magnifique sur certains aspects, mais je pense que il y a des moments où vraiment c'est pas hyper beau. Mais je pense que c'est parce que c'est, eh bien, peut-être l'emplacement où on était, peut-être l'écran. Il y a beaucoup de choses qui font que. C'est pour ça que je vais aller le revoir samedi. Je vous referai pas de deuxième critique pour le coup pour Avatar. Ce sera une critique, une seule. Et voilà, sachant qu'on pourra peut-être en parler en live, mais ce sera une seule et même critique. Mais j'irai le revoir du coup samedi. Normalement en compagnie d'Eloni pour ceux qui connaissent. Et là, du coup, on ira le voir en IMAX 3D, tout ça, ça sera bien. Et peut-être que justement, là, je me dirais, ok, donc c'était bien l'écran. Mais donc, je ne pense pas que ce soit le film en lui-même qui soit mal fait sur certains aspects. Je pense plus que c'était peut-être la technique qui avait été utilisée au Grand Rex. Je pense. Je pense. Quoi qu'il en soit, bon, l'esthétique, on va surtout pour ça. Avatar, on ne va pas se le cacher. Enfin, moi en tout cas, je trouve que l'histoire est un petit peu classique. Le premier, bien sûr, hein, puisque pour moi, c'est un peu, entre guillemets, une redite du film Pocahontas, du film L'Atlantide, l'Empire perdu. Le fait que tu aies des personnes qui viennent coloniser un autre endroit, mais qu'au final, tu es l'un des colons qui soit amoureux d'une personne qui vit sur cette planète-là. C'est la même chose que Avatar, la même chose que l'Atlantide, la même chose que, eh bien Pocahontas, c'est à peu près la même histoire, même si là, évidemment, il y a le lore, Pandora, tout ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus original, tu vois. Là, le deuxième film, il jouit d'une certaine différence de ces... Enfin, en gros, là, pour le coup, j'ai pas ressenti ce côté où c'est un film que j'ai déjà vu. Alors oui, il y a des points qui sont déjà...
qui ont été déjà vus et revus, hein. C'est le cinéma, de toute façon, aucune histoire n'est vraiment originale du début à la fin, aujourd'hui, puisque quasiment tout a été fait. Mais il y a ce côté où ils ont essayé de s'affranchir vraiment de ce qui a été fait, et là, on part vraiment sur un tout autre paysage, une toute autre dimension, et une toute autre façon de voir les choses. Ce que j'ai aimé, en réalité, dans ce film-là, c'est que justement, les personnages comme Jake ou encore Neytiri, ce sont des personnages qui, en fait, entre guillemets, peuvent s'apparenter à des humains. Enfin, c'est assez étrange parce que ça, ce n'est pas un spoil, c'est dans le trailer. On découvre une nouvelle population, et notamment une nouvelle, faune et flore marine. Bon, pareil, hein, c'est super bien fait, tout ça c'est super. Mais on découvre plein de choses, et c'est vrai que ce sont des choses qu'on avait nous-mêmes découvert en découvrant Avatar, enfin en découvrant Pandora dans le film Avatar, en découvrant le monde de la forêt. Là, on découvre le monde de l'eau. Et ce qui est très cool, c'est que des personnages comme Jake, qui semblaient tout connaître, bah en fait, sont, entre guillemets, à l'échelle d'enfants, tu vois, et c'est notamment ce qu'on peut t'expliquer dans le film. Donc ça, par rapport à ça, je trouve que c'était plutôt intéressant d'évoquer le fait qu'on doive se réinventer afin d'évoluer. Ça, c'était plutôt intéressant. Après, il y a des choses qui ne m'ont pas forcément totalement plu, de manière plus globale. C'est le retour, alors ça, ce n'est pas du tout un spoil, encore une fois, c'est dans le trailer et ça a même été annoncé avant le film, c'est le retour de personnages qui sont morts. Et la façon dont c'est expliqué, je trouve que c'est un petit peu trop simple. Pour un film qui dure quand même 3h10 ou 12 minutes, je pense qu'ils auraient mieux fait de s'accorder peut-être 4 à 5 minutes afin d'évoquer vraiment le pourquoi du comment. Là, ce n'est pas le cas, et ça a été un petit peu dommage dans le sens où j'aurais aimé avoir une explication de « Ok, on sait qu'ils sont là, maintenant, on sait qu'ils sont de retour », je pense notamment à Stephen Lang qui jouait Miles, ou encore Sigourney Weaver qui jouait, alors excusez-moi du peu, je ne me souviens plus de son nom dans le premier film, mais en tout cas qui jouait le docteur dans le premier film, et du coup qui revient par la suite, et ça fait un peu redite, mais redite un peu trop simple. Ça m'a un petit peu gêné, ça m'a un petit peu dérangé. Je me suis dit, bon, ils auraient pu trouver une autre pirouette scénaristique, mais en vrai, ça passe, tu vois, ça passe, ça fonctionne bien. Mais pour moi, ça m'a posé un tout petit problème parce que je me suis dit, bon, pour un film qu'on attend depuis 13 ans, de me dire, bah en fait, cet acteur-là, il revient parce que telle ou telle raison, ça me paraît un peu trop simple. Mais voilà. Et d'ailleurs, on découvre de nouveaux personnages, bien sûr, puisqu'on découvre la famille, donc Jake, etc. Alors sans pour autant trop spoiler, c'est une superbe scène d'introduction. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant de découvrir vraiment l'évolution de Jake. Jake qui maintenant du coup est papa. C'est vrai que au premier abord, je m'étais dit avoir Jake en père de famille, qu'est-ce que ça pourrait donner, sachant qu'on l'avait vu un petit peu, tu vois, un peu rebelle sur les bords. Est-ce que là, il prendrait ses responsabilités et tout? Ça fonctionne parfaitement bien. Pour moi, Jake avec Neytiri sont les deux GOAT du film. Vraiment, ce sont les meilleurs personnages parce qu'ils ont un développement assez intéressant. Après, bon, il y a une redite, mais ça, je pense que je vais vous en parler dans la partie plus spoil qu'on va bien sûr tutoyer très bientôt. Mais c'est vrai que Jake est incroyable. Jake est incroyable. Il a ce côté où il est d'un côté toujours un enfant à apprendre, évidemment, les coutumes du nouveau monde, mais tu sens qu'il a quand même des bases sur « Ok, c'est ma famille, je la protège quoi qu'il en coûte ». Et ça, j'aime beaucoup ce principe-là. Après, Neytiri, je vais en parler du coup dans la partie un petit peu plus spoil, parce que du coup, j'ai pas envie de trop vous en dévoiler concernant ce personnage-là. Et il y a une autre chose que je voulais vous évoquer avant de passer sur la partie spoiler, c'est la musique. La musique, pour moi, est incroyable. D'accord, déjà, elle l'était dans le premier film, mais alors là, il y a un moment donné où il réutilise une musique qui était la mort de Tsutei, je crois que c'est Tsutei Death, alors je ne me souviens plus exactement du nom de la chanson, enfin de la musique. Elle a été réutilisée, elle est folle. Des fois, je l'écoute juste pour faire du montage ou travailler, etc. Et elle était incroyable. Cette bande son, elle est folle. On a toujours les sonorités du premier, donc ça, vraiment, on est vraiment toujours sur Pandora. On est vraiment dans le film Avatar. Mais ce qui est cool, c'est que on a toujours ce côté un petit peu nostalgie de ce qu'on a connu fin des années 2000. Et on a du coup un renouveau au début des années 2020. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool d'avoir mélangé un petit peu les deux au niveau de la BO. Je trouve que c'est très sympathique et j'ai hâte de voir le troisième. Là, à partir de maintenant, donc 9 minutes et 41 secondes, nous allons passer à une partie critique avec spoiler. Et je voulais commencer bien sûr avec Neytiri. Neytiri, d'un côté pour moi, elle est la GOAT. Et d'un autre côté, elle est vraiment celle qui a été mise sur le côté.
d'accord? Je vais vous expliquer pourquoi, bah, même si vous avez sûrement déjà vu le film, mais il y a ce côté où elle est vraiment mise en retrait dans ce film-là. Alors, est-ce que c'est pour mieux l'explorer dans le prochain film ou dans les prochains, puisque je vous rappelle que là, il y en a au moins 5, enfin en tout cas 3 de plus que les 2 qu'on a eu qui arrivent, tous les 2 ans à peu près. Donc est-ce qu'on la verra d'autant plus dans le 3, dans le 4 ou dans le 5? J'espère que oui, mais c'est vrai que dans celui-ci, elle est un petit peu mise au second plan. On la voit pas beaucoup, on voit plus Jake et surtout les enfants qui sont très intéressants dans la construction. D'ailleurs, j'ai totalement disparu, j'avais totalement oublié, hop, de mettre la caméra. Mais il y a ce côté où Neytiri est un petit peu mise de côté, et c'est vrai que jusqu'à la fin, enfin en tout cas jusqu'à sa partie finale, pour ce personnage-là, je me suis dit, bah, c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé avoir une Neytiri que j'avais déjà découverte dans le premier film, tu vois. Une Neytiri qui est hyper forte, qui n'a peur de rien et tout. Alors évidemment, avec le temps, on s'assagit. Avec le fait qu'on ait aussi des enfants, on prend des responsabilités qu'on n'avait pas forcément avant. Donc ce côté-là, ce côté justement humain, je l'aime beaucoup. Et en plus de ça, le côté où, boum, tu as un de ses enfants, du coup le plus âgé, qui finit par décéder. D'ailleurs, enfant qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Meteyan, Neteyan, dans ces eaux-là, d'accord. Excusez-moi, j'ai pas noté le nom des différents enfants. Je me souviens juste, en fait c'est le seul dont je me souviens pas parce que je sais qu'il y a Kiri, il y a Loak, il y a Touk, la toute petite, et du coup le plus grand, ouais, Meteyan, quelque chose comme ça. Neteyan, on va l'appeler Neteyan. Eh bien, lorsqu'il meurt, d'ailleurs, c'est une scène très très triste, et c'est là où on a justement cette musique de Tsute, qui est génialissime. Là, elle change. Son côté vraiment bestial ressort, et c'est un côté que j'ai trop trop aimé. Parce que justement, là où elle se contenait, en fait, tu sens que tu touches à sa famille, tu es mort. Tu es mort, d'accord. Donc Neytiri, rien que pour ça, c'est vrai que je l'aurais pas mis dans GOAT s'il n'y avait pas eu cette scène de fin où à un moment donné elle pète un câble et elle tue tout le monde. Ça c'était vraiment une scène qui était géniale. Après pour le reste, c'est vrai que c'était un petit peu plus chill, un petit peu plus mou par rapport au personnage qui justement essaie de s'efforcer de faire en sorte que sa famille soit dans de bonnes conditions. Sachant que elle-même, cette fois-ci, avait le côté humain qu'on avait dans le premier Avatar, c'est-à-dire qu'elle va découvrir un nouveau peuple, c'est-à-dire qu'elle-même, elle va se sentir entre guillemets étrangère. Et ça, c'est plutôt intéressant, parce qu'on est tous étrangers de quelqu'un. Et ça, je trouve que le message derrière, il est beau. Sachant qu'il y a évidemment d'autres messages qui sont laissés par James Cameron dans le film, notamment, et ça c'est le gros point du film, par rapport aux créatures sous-marines, par rapport à la protection de la faune et de la flore. Ça a été déjà le cas par rapport au monde de la forêt dans le premier film, mais là ça l'est encore plus dans ce film, donc de la voie de l'eau. Sachant que il me semble, d'ailleurs on en a parlé après le film, il me semble que James Cameron, déjà il aime beaucoup l'eau, hein, Titanic, et en plus de ça, il a fait, je crois, une sorte de documentaire où il est allé à 11 kilomètres par rapport au niveau du sol ou de l'eau, je sais plus, enfin il est allé du coup sous l'eau, et je crois que c'est la première fois qu'on est allé aussi loin de manière profonde dans un documentaire, etc. Et du coup, bah, peut-être que ça l'a conditionné à se dire, ok, maintenant, Avatar, on fait sur l'eau. Alors peut-être que ça a été décidé avant, etc. Ou peut-être que ça lui a permis justement de savoir ce qu'il voulait mettre dans ce film-là concernant les créatures aquatiques et tout. Mais on découvre des choses folles concernant le nouveau peuple. Le nouveau peuple qui est juste ici, où on découvre de nouveaux personnages qui sont hyper charismatiques, notamment le chef, donc je crois qu'il s'appelle Tonowari, si je ne dis pas de bêtises, qui est un chef qui n'hésitera pas à protéger les siens, tout en protégeant du coup la famille de Jake Sully. Et le lien qu'il a avec l'eau, il est extrêmement fort, et vraiment, c'est un personnage que j'ai vraiment énormément apprécié dans ce film. Par ailleurs, je viens de découvrir qu'il était joué par Cliff Curtis, que personnellement, j'ai découvert dans la série Fear the Walking Dead à l'époque. Donc, en vrai de vrai, je trouve que ça fonctionne très bien. Et par ailleurs, le personnage là-bas, donc c'est Ronald, qui est interprété par Kate Winslet. Très bon personnage également, un petit peu énigmatique. Ce côté un petit peu guérisseuse, qui justement se méfie des autres et qui est en réalité la sous-chef, mais tu sens que les décisions ne sont pas prises tant qu'elle ne les accepte pas. Ça, c'est extrêmement important et extrêmement intéressant de voir en fait la position et de voir en fait comment différentes factions entre guillemets des habitants de Pandora, des Na'vi, sont organisées, puisque c'est totalement différent, non, mais c'est un petit peu différent de ce qu'on avait par rapport au monde de la forêt. Par ailleurs, on découvre d'autres peuples de l'eau dans ce film-là. Alors, je n'ai pas forcément de photos, mais on a quasiment la même hiérarchie,
on a la guérisseuse, on a le chef ou la chef. Enfin, c'est vraiment hyper intéressant de développer ce côté-là. Et même, ce qui est cool aussi par rapport à ces personnages-là, c'est que même s'ils sont sur la même planète, ils sont d'une couleur différente. Alors peut-être moins exposés au soleil, parce qu'ils sont sous l'eau, j'en sais rien du tout. Hein, mais en tout cas, ils sont plus vert d'eau, entre guillemets. Ils ont une queue qui est beaucoup plus résistante. Comme les autres, ils ont 4 doigts. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça, je l'avais pas forcément notifié. C'est vrai que les avatars, donc les faux navis entre guillemets, ont 5 doigts. Et c'est vrai que bah, la nouvelle génération, du coup notamment eh bien, la famille de Jake a 5 doigts et du coup sont vus pardon, comme des terriens et pas comme des navis, tu vois, comme des avatars. Parce que justement, c'est un mélange entre la connexion de Neytiri qui est vraiment une navi et de Jake qui reste entre guillemets un avatar. Donc ce côté-là de, en fait, même nos enfants sont des avatars, en fait, ça rend légitime le titre qui est toujours Avatar, donc la voix de l'eau. Par contre, je voulais revenir sur un des enfants qui m'a particulièrement pété les couilles. Au début, je l'adorais, vraiment. Au début du film, je l'adorais, c'est Toak. Toak, c'est vraiment qu'un con. C'est un con. C'est le cadet de la famille, sachant que donc Neteyan est le plus grand. C'est le cadet de la famille et c'est vraiment un énorme con. C'est vraiment lui qui va toujours prendre les mauvaises décisions. C'est à cause de lui que son frère est mort. Alors, pour le coup, la mort du frère, la mort de Meteyan ou Neteyan, c'était assez prévisible pour le coup, parce que c'est un schéma qu'on a pas mal vu du coup dans les films. Là où je vous disais que bah, tu peux pas faire un film totalement original en 2022, c'est impossible quasiment. Donc ils ont repris évidemment des choses qui ont déjà été faites, et le fait de justement de dire attends, on peut partir, on a une échappatoire, mais lui là, ce Toak va dire non, viens, on va sauver quelqu'un qui est enfermé. Et du coup, Neteyan va dire bon, ok, et c'est lui qui se fait buter, pas Toak. Mais après, évidemment, il y a cette rédemption de je vais sauver mon père parce que justement j'ai appris les coutumes de ce nouveau peuple qui m'a appris donc à retenir ma respiration sous l'eau et de dire que ça vient pas de la cage thoracique mais bien de l'estomac. Enfin bref, c'est assez particulier. Mais ce personnage-là, je l'aimais pas du tout au milieu du film. C'était vraiment un personnage qui m'horripilait au plus haut point. Et je me suis dit, frérot, à un moment donné, non, c'est trop, tu m'énerves, arrête de prendre les mauvaises décisions à chaque fois. Et pour le coup, il m'a fait mentir à la toute fin. Et ce côté où ils vont continuer à affronter les faux navis, donc, qui sont notamment dirigés par Miles, d'ailleurs lui on va en parler, ce côté où on vient de perdre un enfant, mais il faut qu'on pense au présent et à sauver les autres, ça c'est hyper intéressant. Et notamment par rapport à un personnage qui est pour moi aussi l'une des goats, mais qui est un petit peu chiante, c'est Kiri. Alors Kiri, elle a une histoire un petit peu particulière, évidemment si vous avez vu le film vous savez, mais du coup c'est entre guillemets la fille avatar du personnage qui a été joué par Sigourney Weaver, donc le docteur dans le premier film. On ne connaît pas réellement son père. Est-ce que, alors, enfin, je sais pas, je pourrais pas donner des théories, mais est-ce que justement, elle ne serait pas l'élu entre guillemets, l'équivalent de Jésus? C'est un peu étrange dit comme ça, mais l'équivalent aussi de Anakin dans l'univers de Star Wars, parce qu'on ne sait pas qui est son père, et elle a une forte connexion avec Eywa. C'est notamment elle qui sauve la plupart des personnages à la toute fin. Et par ailleurs, c'est Sigourney Weaver. Hein. D'ailleurs, c'est un petit peu étrange parce que tu reconnais la voix de Sigourney Weaver qui est une femme d'environ 40 ou 50 ans. Et sachant qu'elle elle joue un enfant de 12, 13, 14 ans, c'est vrai que c'est pas forcément crédible d'avoir une voix d'adulte sur un corps d'enfant. Mais en tout cas, c'est un personnage qui était extrêmement intéressant parce que totalement différent des autres, là où Meteyan c'était plus, disons, le nouveau Jake, donc celui qui vraiment suivait les ordres qu'on lui donnait par rapport à ses parents, etc. Le rebelle c'était plus du coup Toak. Nous avions également, bah du coup j'ai pas d'image, mais Took, donc la plus petite qui est vraiment celle qui découvre le monde, et Kiri, donc qui est celle qui s'en fout un petit peu de tout, mais qui va avoir un but. Contre son gré entre guillemets, enfin ça va la pousser à se connecter à Eywa, et ça c'est hyper intéressant parce que tu vois que vraiment Eywa est partout, Eywa est tout, et du coup tu comprends que même sous l'eau il y a cette connexion qui s'établit. Alors quel sera l'avenir de ce personnage-là? Est-ce qu'elle va finir par être le personnage principal? En vrai c'est fort possible, mais on verra par la suite. Mais ce personnage-là, à mettre de côté parce que très très bon, très très bon. En revanche, le personnage de Miles, alors lui c'est un petit peu particulier parce que lui aussi, c'est là où j'ai trouvé que c'était un petit peu trop simple. C'est du coup un avatar qui a les souvenirs donc de Miles. C'est quoi c'est déjà son nom de famille? C'est quoi Quaritch? Miles Quaritch, du coup, qui est juste ici. Donc il a ses souvenirs, il a son physique, etc.
Mais du coup, je trouve que c'est un peu trop simple de ramener ce personnage-là en disant, bah les gars, en fait, je vous donne ce que j'ai, et après, bah vous vous démerdez, quoi, et vous faites un avatar. Bon, c'est un peu trop simple, pour le coup, comme pour Sigourney Weaver, hein, qui n'est autre que la fille d'eux, tu vois, et là, c'est un petit peu l'enfant qui est en fait un clone. Par ailleurs, lui-même a un enfant, donc c'est le petit enfant qu'on voit avec les dreadlocks blondes dans le trailer, qui s'appelle donc Spider. Lui, c'est un personnage pareil que j'ai pas forcément apprécié. C'est un petit peu le Iron Heart de ce film-là. C'est pas qu'il ait la touche un petit peu humoristique, mais c'est qu'il a une trop grosse importance. Et je trouve qu'il y a des scènes où il aurait pas dû être là forcément, parce qu'il y a des scènes où tu vois, normalement, t'es censé être qu'avec des militaires, et ils prennent l'enfant, alors qu'il n'a aucune incidence sur l'histoire, tu vois. Enfin, à ce moment-là, en tout cas. Mais en tout cas, par rapport à Quaritch, bon personnage, une belle évolution, parce que c'est un Quaritch qui est justement plus humain en étant un avatar. Et ça, c'est assez particulier parce que justement, il a ce côté où, oui, il a un fils qui est donc Spider, mais au début, il dit, vas-y, je m'en fous, tu peux mourir, je m'en bats les couilles, mais au final, t'as ce côté relation père-fils, etc. Donc, en vrai, je pense que lui va revenir dans le 3 pour possiblement se venger, peut-être vraiment devenir le chef d'un clan, etc. Mais je pense qu'il y aura toujours cette petite connexion qui existera avec son fils, puisqu'à la fin, quand il part, il demande à Spider de rester avec lui, et Spider lui dit genre va te faire foutre, et il repart donc avec les autres Na'vi, même si il y avait ce côté un peu où il est différent d'eux, puisque c'est le seul humain, et même Neytiri a ce côté où en gros elle l'accepte pas vraiment, puisque bah, il est différent physiquement, et en plus de ça, elle le voit toujours comme un humain qui est venu bah, détruire son peuple, détruire l'arbre, l'arbre, je sais plus comment ça s'appelle l'arbre, mais attends. Non, l'arbre c'est Vitraya. Vitraya c'est l'arbre. Je crois que c'est ça. Mais bref. C'était, du coup, un très bon film. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Après, évidemment, il y a de beaux plans comme celui-ci. J'avais pris ce plan-là. Il y a aussi le côté un peu où on vole, etc. Alors, le côté du monde de la forêt, j'ai l'impression qu'on le quitte un petit peu vite pour découvrir vraiment le monde de l'eau. Mais c'est pas forcément trop dérangeant puisque le monde de l'eau est vraiment très très beau visuellement, il est hyper intéressant à découvrir, toutes les créatures sont trop bien faites. Alors encore une fois, après, concernant les effets spéciaux, il va falloir que je revoie le film afin de vraiment me faire une meilleure idée de ce que j'ai vu, parce qu'il y avait vraiment des moments où ça faisait vraiment jeu vidéo, notamment par rapport à la fin au niveau des affrontements, notamment cette scène-là où bah, t'auras plein d'affrontements dans l'eau et tout. En vrai, c'était sympa. L'affrontement a été cool, il était épique et tout, et d'ailleurs j'avais très peur pour Jake et Neytiri, mais d'ailleurs je pense qu'ils vont pas forcément faire tous les films, même si Neytiri je pense que oui, mais Jake non. Jake, j'ai l'impression qu'à un moment donné il va finir par canner, je pense, parce que je sais pas, je le vois vraiment comme comment dire, je le vois vraiment comme Simba, Jake dans celui-ci, mais dans Le Roi Lion 2, tu vois, il veut protéger sa famille. Il y a il y a un autre peuple qui vient. Enfin, j'ai l'impression que c'est un petit peu dans ce sens-là, Le Roi Lion 2. Peut-être ça a été une inspiration, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, si je devais donner une note à ce film-là, je donnerais un bon 16. Alors tu me diras, oui, mais pour Thor aussi, t'avais donné 16 et après tu lui as donné un 0. Ouais, mais là, c'est différent de Thor. Là, vraiment, il y a vraiment une recherche aussi bien esthétique que scénaristique. Les personnages sont super bien développés par rapport à ce qui a déjà été évoqué avant. Évidemment, tout n'est pas parfait, mais je trouve qu'il y a vraiment cette envie de faire évoluer les personnages et de faire en sorte de recréer une histoire avec différents antagonistes, avec le fait qu'on découvre le monde de l'eau. Tout ça, c'était hyper intéressant. Donc si je devais donner une note, je donnerais la note de 16/20. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas évidemment dans les commentaires à me mettre ta note si tu as déjà vu le film, ou n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé du film tout simplement sans pour autant donner une note. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.